Donc pour ma part, je m'appelle Cyprien, j'ai passé le bac en 2009, c'est un peu vieux, bientôt 30 ans. J'ai fait une classe préparatoire à Toulouse, une ECS et maintenant ECG, à l'issue d'un bac scientifique. J'ai grandi à Albi, à côté de Toulouse. J'ai fait mes 2 ans de classe préparatoire école de commerce. J'ai rejoint l'ENS de Cachan, Paris-Saclay, au département des Deux. Pendant ma scolarité à l'ENS Paris-Saclay, j'ai suivi un cursus en parallèle à HEC. Donc ça a duré 3-4 ans comme le parcours. À l'issue, j'ai fait une classe préparatoire au concours administratif, une prépéda. Donc ça c'était il y a 4-5 ans maintenant. À l'issue de cette classe préparatoire que j'ai faite à Paris, j'ai rejoint l'ENA pour 2 ans de scolarité, parce que la scolarité dure 2 ans à l'ENA. La première moitié de la scolarité se fait en stage, à l'étranger et en France. Et la deuxième moitié de scolarité se fait à Strasbourg. J'ai passé une petite année de scolarité à Strasbourg. Et à l'issue de ces à peu près 10 ans d'études, et c'est également parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai rejoint la Cour des comptes, donc une institution qui fait du contrôle de l'action publique, politiques publiques qui sont menées par l'État. Et dans le même temps, j'ai rejoint un organisme qui est rattaché à cette institution, qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques. Je vais vous en dire un mot parce que c'est un petit peu lié à vos thématiques d'enseignement. Donc ce Haut Conseil des finances publiques donne un avis sur les prévisions macroéconomiques du gouvernement, les prévisions de finances publiques du gouvernement. Et donc ça c'est assez intéressant parce que il y a assez peu d'endroits dans la République, dans l'État où on fait à la fois de la macroéconomie et puis un sujet plus opérationnel, financier pour l'État qui est les finances publiques. Et parmi ces endroits où on fait les deux, il y a justement le Haut Conseil des finances publiques. Donc je vais vous en dire un mot, mais je commence peut-être par la Cour des comptes. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient déjà la Cour des comptes. Non? Oui, quelques-uns. Donc, l'État, ça représente à peu près 2,5 millions de fonctionnaires. Sur ces 2,5 millions de fonctionnaires, forcément, il y a un ensemble de politiques publiques qui sont menées, qui sont très vastes. Il y a celles qu'on connaît plus, l'éducation, la police, la gendarmerie, la défense, les affaires étrangères, mais en fait, il y en a beaucoup. Tout ce qui relève de l'agriculture, de l'alimentation, de la transition écologique, il y a un très vaste ensemble de politiques publiques qui sont conduites. Et pour s'assurer que ces politiques publiques sont bien conduites, il y a plusieurs institutions de contrôle. Il y en a qui sont internes à l'administration, comme vous avez déjà peut-être eu l'occasion de voir un inspecteur d'éducation nationale. Bon, typiquement, il y a des inspections internes à l'administration, mais également des inspections qui sont externes à l'administration, tout en étant pas complètement étrangères à l'administration. Ça, c'est le rôle de la Cour des comptes, qui est une institution créée il y a un peu plus de 200 ans par Napoléon, et qui vise à s'assurer que les politiques publiques sont bien conduites, qu'elles respectent la loi, qu'elles respectent les décrets, qu'elles respectent le cadre juridique, mais également que l'action publique est efficace. Donc, la question simple, c'est est-ce qu'un euro dépensé pour les zones d'éducation prioritaire, c'est un euro efficace? Est-ce qu'il faudrait mettre 50 ou 50 centimes? C'est ce type de questions assez simples qui sont posées dans le cadre de cette institution. Et moi, à titre personnel, je contrôle les administrations qui conduisent les politiques économiques. Et en fait, c'est un gros ministère qu'on appelle de manière un peu familière Bercy. Bercy, parce que c'est un quartier à Paris qui s'appelle comme ça, avec un bâtiment assez visible à Paris, parce qu'il a une avancée sur la Seine. On va regarder tout à l'heure. Et donc, par exemple, de manière très concrète, j'ai contrôlé la douane. Donc la douane, tout le monde sait ce que c'est la douane, mais en fait, il y a un ensemble de métiers de douanier. Il y a le douanier tel qu'on l'imagine, qui est dans un port, qui contrôle la marchandise. Il y a le douanier qui est sur le bord de l'autoroute, vous l'avez vu aussi au péage, avec écrit douane pour contrôler qu'il n'y ait pas de trafic de drogue qui remonte de l'Espagne. Il y a également le douanier qui fait de la lutte contre le terrorisme, donc il y a un ensemble de métiers douaniers. Et mon rôle, pendant quelques mois, c'était de contrôler le fonctionnement de l'ensemble de la douane, m'assurer que, alors, il y a à la fois du fonctionnement courant, donc que les marchés publics sont bien tenus, que les systèmes d'information sont robustes, mais également savoir si les métiers sont bien exercés. Donc, par rapport au flux de drogue qui rentre sur le territoire national, est-ce que la douane est suffisamment efficace? Évidemment, la douane n'est pas seule,
Donc, est-ce qu'elle travaille suffisamment bien en coopération avec la police, avec la gendarmerie, avec les instances européennes, etc. Donc, ça, c'est une illustration. Mais globalement, un contrôle de la Cour des comptes dure 6 mois environ. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je suis à la Cour des comptes. Donc, vous voyez, vous faites le calcul, j'en ai déjà fait 6 ou 7. Pour donner une autre illustration, j'ai eu l'occasion de contrôler des aides publiques apportées aux investisseurs dans une filière minière, la filière du nickel, qui ne se trouve pas sur le territoire métropolitain, mais qui se trouve en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'ai pu aller sur place pour vérifier que l'argent public qui est déployé sur cette activité minière, industrielle, est utilisé à bon escient, et si ce n'est pas le cas, identifier les risques. Donc ça peut être des risques de détournement de fonds publics, des risques de mauvaise utilisation de ces fonds, parce que si on achète trop de machines, ces machines sont inutilisées, donc c'est de l'argent perdu, de l'argent public perdu. Donc ça c'est mon métier côté Cour des comptes. Côté Haut Conseil des finances publiques, l'idée c'est de s'assurer que le gouvernement ne ment pas au Parlement et ne ment pas aux citoyens quand il propose une trajectoire de finances publiques et de macroéconomie. Je vais y revenir. C'est-à-dire que, vous savez, chaque année, il y a un budget de l'État, comme il y a un budget pour les ménages, pour les entreprises, donc l'État fait un budget, et ce budget doit être sincère, c'est logique. Il faut que le Parlement, qui représente la population française, vote, approuve, amende, modifie un budget qui a un sens. Or, le gouvernement, qui a toute l'administration, a plein de petits trucs pour mentir un petit peu, pour cacher des petites choses. C'est pas forcément beaucoup, mais ça, in fine, quand on cumule les petites choses, ça peut faire un écart. Voilà. Et donc, au Haut Conseil des finances publiques, notre rôle, c'est justement d'identifier tous ces petits éléments que, dans le jargon technique, on appelle des cales, parce que c'est un peu comme pour une porte, une table, une chaise. On met un petit truc et puis finalement, c'est bancal. Voilà. L'idée, c'est de trouver toutes ces petites cales pour savoir si la prévision du gouvernement est sincère ou pas. Ça, c'est un exercice important, encore plus dans le cadre européen, où tous les pays se comparent entre eux, où il y a une logique de coopération, de gouvernance d'ensemble des politiques budgétaires de l'Union économique et monétaire. Et donc, un pays qui mentirait un peu, ça porte préjudice à l'ensemble de la zone euro. Vous vous souvenez peut-être, il y avait cette histoire en Grèce, au début des années 2000, de comptes falsifiés en comptabilité nationale, où en fait le déficit public avait été largement sous-estimé. En réalité, ce déficit public sous-estimé, ça portait préjudice à la Grèce, mais également à l'ensemble de la zone euro, à sa cohérence. Donc là, sans aller jusqu'au cas grec, en fait, on se rend assez vite compte que une petite appréciation trop favorable sur la macroéconomie, c'est une incidence sur le déficit public de manière assez automatique. Je prends juste un chiffre pour incarner, parce que je crois qu'en première année, vous avez des cours relativement théoriques en macroéconomie. Mais là, pour le coup, c'est très opérationnel. Souvent, les profils qui font la macroéconomie à l'État, c'est des administrateurs de l'INSEE, donc qui ont étudié pendant quelques années à l'ENSAE. D'ailleurs, j'ai plusieurs camarades de promotion qui, à la fin de leur parcours à 4 ans, ont rejoint l'ENSAE pour devenir administrateur de l'INSEE. Donc, c'est un parcours courant. Je vois Lucas qui relève la tête, c'est vraiment courant. C'est un profil très particulier parce qu'il s'agit de passer de la théorie macroéconomique à des prévisions macroéconomiques, c'est différent. Donc c'est se dire actuellement, le PIB de la France, alors actuellement, pré-crise peut-être, c'est plus simple, c'est de l'ordre de 2400 milliards, qu'est-ce que ça sera l'année prochaine, l'année d'après, etc. Forcément, plus on s'éloigne, plus on a d'incertitudes, et plus on a d'incertitudes, plus il est possible de cacher des petites choses. Donc je prends juste un exemple chiffré, si le gouvernement surestime de 10 milliards le PIB l'an prochain, en recettes publiques, de manière à peu près automatique, c'est 5 milliards en plus. C'est à peu près automatique parce que en fait, les dépenses publiques représentent la moitié du PIB, à la louche. C'est à peu près ça. Depuis la crise, c'est un peu plus. Mécaniquement, c'est un peu ça. Et donc 5 milliards en plus, ça améliore le déficit public de 5 milliards. Et donc ça permet facialement, quand le gouvernement présente le budget au Parlement et puis présente dans les médias, de montrer une amélioration du déficit de 5 milliards, ou bien de pouvoir dépenser plus tout en cachant. Donc ça permet de revaloriser la rémunération des policiers de 5 milliards, ou pas forcément les policiers actuellement, c'est plutôt les infirmiers de 5 milliards,
et en même temps de ne pas afficher de dégradation du déficit public. Et donc mon rôle dans cette institution, c'est justement de trouver les petits biais en macroéconomie comme en finances publiques qui permettent de déceler ces erreurs un peu volontaires, sachant que de toute façon, il y a toujours des erreurs, parce que c'est de la prévision. Forcément, c'est toujours plus facile de se dire ils avaient tort quand on ne fait pas soi-même la prévision. Faire une prévision macroéconomique, c'est extrêmement difficile. Donc il est logique que le métier du prévisionniste, c'est justement de mettre des petites cales, parce qu'il y a son flair. Quand je contrôlais les douaniers disaient souvent ça, qu'ils avaient du flair. Ils arrêtaient les voitures parce qu'ils étaient louches. C'est un peu pareil. Le modèle nous dit ça, mais en fait, moi je pense que l'inflation sera un peu plus faible, un peu plus élevée. Donc ça c'est normal, ça fait partie du métier, sinon ça serait juste des machines. Mais donc il faut identifier quand ça paraît excessif. Ça c'est ce que je fais au quotidien sur ces deux volets. Donc le contrôle du bon usage de l'argent public à la Cour des comptes et côté au Conseil des finances publiques, d'essayer de veiller à ce que les hypothèses du gouvernement soient réalistes. Et en fait, le simple fait qu'il y ait un contrôle fait que les hypothèses deviennent réalistes. Et depuis la création de cet organisme que j'évoquais, le Conseil des finances publiques, on observe une erreur diminuée dans les prévisions, parce que c'est justement ce dialogue avec l'administration qui est sous les ordres du gouvernement, je vous rappelle, qui conduit à une amélioration des prévisions. Elles sont de plus en plus justes. Je m'arrête là. J'espère que je ne vous ai pas assommé pour qu'on puisse avoir un petit jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, ça peut être sur les préparations de concours, parce que j'en ai passé pas mal. Ça peut être sur les droits de la fonction publique, en quoi c'est intéressant de travailler pour la fonction publique et pas forcément de rejoindre la Société Générale pour devenir trader. Voilà, c'est des questions qui peuvent être ouvertes, donc allez-y. Est-ce que votre parcours il était prémédité ou pas du tout? Non, il n'était pas prémédité. Moi, je suis pas né en disant que je voulais rejoindre l'ENA. Ça fait partie des questions. Au fond, dans une promotion d'ENA, qui change de nom maintenant, vous avez peut-être vu, l'ENA est supprimée, mais en fait, l'école va demeurer sous un autre nom. Il y a de la reproduction sociale, c'est évident, mais il y a peu de monde qui naissent en sachant qu'ils vont passer l'ENA. Donc moi, c'était pas du tout mon cas. Lorsque j'étais au lycée, je savais que je voulais faire une prépa CG. Et ensuite, c'était un petit peu un hasard que je rejoigne l'ENS Paris-Saclay plutôt qu'une école de commerce. C'était un peu le hasard des concours. J'étais pas pris HEC et j'avais pas envie d'aller à l'ESCP, donc je suis allé à l'ENS de Cachan. Et ensuite, après, c'est par le biais des stages. On découvre les stages qu'on fait. C'est l'appétence. Donc moi, par exemple, j'avais fait mon premier stage à la Cour des comptes et ça m'avait donné envie de rejoindre l'ENA et puis d'y revenir si c'était possible ensuite. Mais j'avais fait d'autres stages en privé, dans l'associatif, pour voir si c'était effectivement la fonction publique qui me plaisait. Donc il y en a pas forcément qui naissent, mais dès leur entrée en école ou dès leur classe préparatoire savent ce qu'ils veulent devenir, on se fait plus longtemps. Donc vous avez le temps de construire le projet. Quand est-ce que vous avez su qu'est-ce que vous vouliez faire? Au fil des stages. Après le premier stage, je l'avais fait à la Cour des comptes, j'avais été séduit par ce rôle de contrôle, de vision transversale de l'ensemble des politiques publiques. C'est pas opérationnel, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une préfecture à gérer une urgence de sécurité, un pont qui s'effondre, ou une difficulté migratoire, ou la manifestation des agriculteurs qui est dans la préfecture. Ça, c'est pas du tout ce que je fais au quotidien. Mais j'ai une vision plus large, plus transversale des politiques publiques, et ça, je trouve que c'est assez stimulant, surtout qu'après plusieurs années d'enseignement supérieur, on a une vision de plus en plus large des choses, de moins en moins pointue. Donc ça s'inscrit un peu dans la continuité de cette formation à la recherche qu'on a à l'ENS Paris-Saclay. Je crois qu'il y avait un élève à distance. Alors, une question en ligne de Flavien. En cours, nous avons vu que l'économie n'est pas une science de la prédiction. Comment peut-on faire des prédictions? C'est pas une science des prédictions, mais on fait quand même des prévisions. C'est indispensable. L'objet de la science économique dans son appui à la décision publique, c'est quand même de donner des conseils. Et ces conseils ne seront pas uniquement théoriques, parce qu'ils doivent être aussi incarnés. Et ces conseils impliquent également d'apporter une connaissance sur la trajectoire économique. C'est indispensable parce que la conduite de l'action publique repose notamment, pas seulement, mais notamment sur des conditions économiques.
Un exemple assez simple. Le gouvernement va peut-être annoncer, on le voit dans la presse depuis quelques jours, un deuxième plan de relance. Bon, pourquoi faire? Est-ce que la situation économique, situation conjoncturelle est dégradée, trop dégradée? Est-ce qu'il faut la relancer davantage l'activité économique par une impulsion budgétaire? Et au-delà de ça, est-ce que l'action publique doit activer ce levier budgétaire qui n'est pas seulement conjoncturel, contrairement à ce qu'on peut apprendre en cours, mais c'est également capacité de transformer l'économie en rehaussant le potentiel productif. Donc c'est en finançant la transformation numérique des entreprises. Est-ce que quand on regarde le décrochage de croissance entre les États-Unis et l'Union européenne, ou les États-Unis et la France, l'action publique a un sens, a un intérêt, et lequel pour rehausser ce potentiel productif. Et du coup, la science économique, effectivement, elle est plus théorique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est dans l'administration, parce que finalement, à Bercy, j'évoquais tout à l'heure, le ministère de l'économie et des finances, c'est vraiment des réflexions très concrètes. C'est où en sommes-nous en situation économique actuellement, quels secteurs sont les plus faibles, comment les accompagner, lesquels transformer, et puis aussi quels leviers mobiliser. Ce que vous avez peut-être vu déjà cette année, la question des tarifs douaniers. Alors, les tarifs douaniers, c'est plus une compétence de la France, c'est transféré à l'Union européenne. Mais au fond, cette idée de tarif douanier qui existe depuis au moins 2 siècles dans la théorie économique, elle revient sur devant de la scène actuellement, face au ce qu'on appelle dans la presse le dumping chinois. Est-ce qu'il ne faut pas rehausser, trouver des instruments qui fassent barrière aux importations chinoises? Est-ce que si on veut financer notre transition écologique, on n'aurait pas intérêt à mettre une barrière tarifaire sur des critères écologiques pour protéger l'industrie française donc ou européenne? C'est toujours cette théorie d'industrie naissante que vous avez probablement vue. Alors, on y revient 2 siècles plus tard. Donc c'est à la fois, non, c'est pas de la prédiction, mais c'est quand même un ensemble d'éléments indispensables à la décision publique. Parce qu'il faut bien qu'elle soit basée sur quelque chose, cette décision publique. Oui. J'avais une question sur votre évolution. Où est-ce que vous pensez aller plus tard? Est-ce que vous comptez rester la Cour des comptes et au Conseil ou changer un peu de branche? Alors, l'une des spécificités de la haute fonction publique, c'est-à-dire quand on passe, il y a différents niveaux différents types de concours dans la fonction publique, et les carrières sont différentes, et l'une des spécificités des carrières qui s'ouvrent après les concours les plus sélectifs, c'est le changement de poste très régulier. Donc généralement, en sortie d'ENA, on change de poste tous les 2-3 ans, plutôt 2 ans que 3 ans. Donc là, je vous ai dit que ça faisait 2 ans et demi que j'étais à la Cour des comptes, donc je vais bientôt partir. Et ça implique cette mobilité de tous les 2 ans qui est une grande richesse et variété de carrières. Et ça, c'est ce qui nous séduisait le plus dans l'ENA. Parce que là, actuellement, je suis à la Cour des comptes. Peut-être que dans 6 mois, je serai au ministère des Armées. Je vais peut-être y rester 4 ans sur différents postes. Et ensuite, je pourrais peut-être aller au ministère de l'économie ou si on veut avoir une carrière très diversifiée, on peut tout à fait rejoindre le ministère de l'écologie ou le ministère de l'enseignement supérieur. Ce sont des carrières qui sont possibles. Alors, forcément, tous ne font pas le choix de changer de ministère tous les 2 ans, évidemment. Mais même au sein d'un même ministère, il y a une grande diversité de postes. Je prends juste le ministère de l'économie, et je connais mieux parce que c'est celui que je contrôle, entre décider du budget de l'État, décider d'une politique économique environnementale, qui est évidemment gérée par le ministère de l'économie pour partie, ou être douanier, c'est quand même pas tout à fait pareil comme métier. Et il y a cette possibilité de changer de type de politique publique, mais également de changer de métier au quotidien, de compétences au quotidien. Ça peut être faire des ressources humaines, ça peut être piloter la politique publique en tant que telle, ça peut être la contrôler, comme je le fais actuellement, ça peut être faire plus de l'aspect financier, etc. Donc moi, je vais quitter la Cour des comptes dans quelques mois, j'y reviendrai probablement dans quelques années, et je ne sais pas encore exactement où je vais dans les prochains mois. Oui. Est-ce que la politique vous intéresse ou pas du tout? Donc ça, c'est une bonne question, on fait bien de la poser, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé. Non, la politique ne m'intéresse pas, et dans les anciens élèves de l'ENA, l'ENA a fait quelques statistiques il y a 2-3 ans, dans les anciens élèves de l'ENA, au total, c'est moins de 5% des anciens élèves, qui font la politique au niveau national. Et au niveau national, parce que du coup, ça exclut l'adjoint au maire de telle commune. Donc 5%, ça reste assez faible tout de même.
En revanche, il y a une articulation administration-politique qui est courante dans les carrières de nos fonctionnaires, parce que on voit toute l'administration, je vous disais tout à l'heure, 2,5 millions de fonctionnaires, les administrations centrales comportent des dizaines de milliers de fonctionnaires, et donc le ministre seul n'est pas en mesure de piloter toute une administration. Le ministère de l'économie que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de l'ordre de 150 000 agents. Donc on imagine bien que le ministre seul, surtout quand il arrive et qu'il ne connaît pas forcément énormément de champs, de périmètre ministériel qu'il découvre, il a besoin d'une petite équipe autour de lui. Et cette petite équipe autour de lui, elle est composée de proches de son parcours politique, ça c'est sûr, c'est son noyau politique, mais également d'experts de l'administration, qui connaissent l'administration parce qu'ils en sont issus, et donc ils font ce rôle d'interface entre l'administration et le pouvoir politique au plus haut niveau. Et donc ces cabinets ministériels, là c'est une étape pas essentielle et qui est régulière dans les parcours de nos fonctionnaires. Et donc oui, la réponse est en partie oui, pas de la politique au sens où mon projet c'est pas de devenir ministre de l'enseignement supérieur dans 5 ans, ou dans 15 ans. En revanche, faire partie de l'équipe rapprochée d'un ministre, oui, parce que c'est enrichissant dans un parcours administratif. Et c'est également intéressant de savoir comment se prend la décision politique, pour ensuite mieux l'anticiper ou mieux interagir avec elle au cours des carrières. Et deuxième question, est-ce que le métier, vous parliez du lien entre administration et politique, est-ce que du coup les métiers de l'administration varient selon le président en place, ou selon l'administration en place? Est-ce que ça a un impact finalement sur le fonctionnement de ces institutions? Excellente question. Alors la première, oui, non, je compte pas mes heures, c'est-à-dire que j'ai pas de carte où je badge, j'ai pas de badge à l'entrée à la Cour des comptes et en sortant. Non, en général, les hauts fonctionnaires sont quand même beaucoup plus qu'aux 35 heures, mais c'est parce qu'il y a une rémunération qui va avec, c'est un statut de cadre de la fonction publique et qui s'accompagne de responsabilités. Et très tôt en sortie d'ENA ou même en scolarité à l'ENA, on peut avoir des horaires extensibles, donc ça dépend des postes. Les postes qui sont très exigeants, par exemple en préfecture, le directeur de cabinet du préfet qui gère toutes les urgences, il peut être appelé la nuit à 3 h du matin en week-end parce que c'est sa responsabilité et sur le pont toute la nuit. Moi ça m'arrive un peu moins, il y a moins d'urgence de contrôle à la Cour des comptes. Par contre, c'est vrai que si il y a une commande, c'est arrivé récemment, le Premier ministre a commandé à la Cour des comptes un rapport sur la situation des finances publiques et sur les perspectives de transformation de l'action publique. C'est un rapport qui était urgent et qui a été commandé pour rendre en un mois. Alors, je vous disais que ça prenait au moins 6 mois d'habitude. Forcément, on travaille plus, puisque par ailleurs, les autres contrôles qui étaient en cours se sont arrêtés. Forcément, ça crée une petite intensité supplémentaire. Mais vous voyez bien que là, j'arrive à être parmi vous, donc c'est envisageable tout de même. Et la deuxième question sur l'impact du politique sur les politiques publiques. C'est quand même heureux dans une démocratie que le gouvernement ait un rôle sur les politiques publiques. Dans la Constitution, ce qui est indiqué, c'est que le gouvernement a à disposition l'administration. Donc en fait, l'administration d'État, comme les autres administrations, sont un outil, un levier pour conduire les politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, évidemment, lorsqu'un ministre arrive et reste seulement 18 mois et ne connaît pas forcément tout le périmètre ministériel, il y a une asymétrie d'information, comme on peut dire en théorie du jeu, une asymétrie d'information, puisqu'il y a 50 000 agents publics qui connaissent la politique publique, et puis il y a quelques personnes qui sont à leur tête qui connaissent un peu moins la politique publique. Donc, ça, c'est un risque, mais ceci dit, on voit bien tout de même qu'il y a des promesses électorales qui sont en grande partie tenues. Donc, quand un ministre de l'Éducation nationale décide de dédoubler les classes de REP en CP et en CE1, c'est ce qui se passe. L'administration ne s'oppose pas à un dédoublement. Quand un ministre de l'écologie décide de subventionner davantage les énergies éoliennes, très vite, il y a un appel à projet pour que des entreprises puissent construire des énergies éoliennes. Construire des éoliennes en mer. Donc oui, il y a forcément un vrai impact de la décision politique sur l'administration. Je reviens à mon premier point, l'administration est l'outil du pouvoir politique. Alors, même si c'est un outil qui a sa propre vie, ça reste un instrument politique public.
Je crois qu'il y a d'autres questions dans cette direction, peut-être, non? Non, c'est bon. Oui. Vous avez donc fait l'ENS, vous deux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la qualité, le contenu du cursus et les choses? Il faudrait peut-être demander à Lucas qui a vécu plus récemment, mais l'une des spécificités, c'est quand même, je vais répondre aussi, c'est que la scolarité change beaucoup. Je dirais pas forcément tous les ans, mais très très régulièrement quand même à l'ENS. Et donc quand je suis arrivé, moi j'avais une double licence, une licence d'économie, une licence de gestion. Et ensuite c'était le cas également en master. En master 1, c'était un double master économie et gestion. Et les cours étaient en grande partie à l'ENS et en faible partie à la fac en licence. En master, c'était un peu plus équilibré. Et les cours, moi, m'avaient beaucoup plu parce qu'il y avait, surtout moi qui avais fait une ECG, c'était vraiment une découverte sur tous les champs disciplinaires. Je faisais rien en économie et rien en gestion. Comme ça, au moins, il y avait une petite marge de progression quand je suis arrivé. Et c'est une belle découverte, je trouve, les disciplines qu'on a, que ce soit, pour moi c'est du coup la macro, la micro, vous connaissez bien, mais l'économétrie, les cours de gestion également beaucoup intéressants, beaucoup m'intéresser sur le marketing, la gestion financière, comptable. Moi j'ai trouvé ça vraiment épanouissant. Ouais. Et ça ne m'a pas du tout dégoûté de faire de la recherche, par exemple. C'est l'un des objectifs de la MES d'accompagner tous les élèves pour faire de la recherche. Moi j'ai bien senti que ce n'était pas forcément fait pour moi parce que j'ai plutôt envie de gérer des équipes que de travailler sur un projet de recherche un peu plus en solitaire, même si certes il y a une communauté scientifique. Mais je pense que c'est une question de tempérament et vraiment l'ENS prépare bien pour ce type de carrière. Je te laisse répondre sur les cours. Oui, alors du coup je ne me suis pas présenté, j'étais étudiant FM en prépa D2 il n'y a pas si longtemps, je suis sorti il y a deux fois prépa. Donc là, je suis élève en troisième année maintenant à l'ENS. Donc, par rapport à ce que disait Cyprien, ce qui a changé, c'est que le double cursus économie et gestion, maintenant, c'est uniquement sur la licence. Donc quand vous rentrez à l'ENS, et après, il y a un choix qui se fait. Soit vous poursuivez en gestion, soit vous poursuivez en économie. Donc voilà, sur le master, il y a l'obligation de faire un master recherche, mais bon, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et ensuite, vous avez une année, puisque vous restez 4 ans à l'ENS, donc une année de pré-master où vous faites économie et gestion et 2 ans de master recherche. Et la 4e année, vous avez vraiment la possibilité de personnaliser votre parcours, soit pour faire un master dans une autre école, dans une autre discipline, soit pour faire une année de recherche prédoctorale à l'étranger, pour lancer un projet de thèse, soit pour passer à l'agrégation, ou soit, comme a fait Cyprien, comme j'envisage de le faire l'année prochaine, faire une année de préparation de concours administratif. Préparer l'agrégation aussi, c'est quelque chose qui se fait. Donc, honnêtement, je suis très, très content de la scolarité et des cours à l'ENS, d'autant plus que ça se fait dans des conditions, je pense que vous le savez, mais confortables, puisque quand vous intégrez sur le concours, vous êtes élève fonctionnaire. Et du coup, vous percevez un traitement, donc vous êtes payé pendant 4 années d'études. Donc voilà, ça vous permet de vous consacrer pleinement à votre vie étudiante. Voilà. D'études, il veut dire, hein, pas... C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça que je veux dire. Oui. Du coup, vous avez fait le master de gestion dès que... Moi, je suis en gestion. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que la gestion qu'on fait à l'ENS est quand même assez différente de ce que moi j'avais fait en prépa. Donc là, j'ai fait beaucoup de comptabilité, beaucoup de finances d'entreprise, de contrôle de gestion, de la gestion assez technique. Et à l'ENS, c'est plus du management, donc de la réflexion sur l'action collective en entreprise, donc beaucoup moins technique, beaucoup plus littéraire, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant que la comptabilité. Moi, je n'avais pas accroché, après, on n'aime pas la comptabilité. Là, à l'ENS, c'est très différent, c'est ça qui m'avait séduit. Ouais. Vous étiez préparé pour d'autres concours que l'ENS ou c'était l'ENS uniquement pour vous? Alors moi, j'ai un parcours particulier, puisque, alors déjà, j'ai fait 3 ans de prépa,
Et j'ai pas intégré l'ENS directement après la prépa. J'ai fait une année d'économie pour le coup, à la Paris School of Economics. Et j'ai repassé le concours quand j'étais à la Paris School of Economics et j'ai intégré l'ENS ensuite. Et en prépa, parce que j'avais passé aussi l'ANSAI, où là j'avais été reçu, mais je ne voulais pas être statisticien, donc je suis pas allé. Et différents magistères aussi, autres que celui de la Paris School of Economics. J'avais passé à Clermont-Ferrand le CERDI en économie du développement, que j'avais été reçu aussi, et à la TSE à Toulouse aussi. Alors oui, il y a une question peut-être plus pour Cyprien, de Fabien, toujours. Lorsqu'une mesure économique est mise en place et que les prédictions macroéconomiques ne sont pas favorables, j'ai l'impression d'être la question pour un champion. Donc je reprends. Lorsqu'une mesure économique est mise en place et que les prédictions macro ne sont pas favorables, est-ce que la Cour des comptes peut s'y opposer à cette mise en place, peut l'interdire cette... Alors, non, c'est l'avantage dans la démocratie que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le pouvoir politique décide. Donc le pouvoir politique au sens gouvernement et parlement. L'administration n'a pas de capacité d'opposition, et même une institution qui est la Cour des comptes ne s'oppose pas. La Cour des comptes fait deux choses. Elle poursuit en justice d'une certaine manière, mais quand c'est une faute de régularité, c'est-à-dire que quand une action individuelle ou collective ne respecte pas les lois, le règlement, enfin, le cadre juridique. Ça, c'est assez rare, parce que dans l'ensemble, l'État est bien géré. Le deuxième point, c'est de formuler des recommandations. Et c'est ce que fait le plus la Cour, c'est à l'issue d'un contrôle, la recommandation peut être, ce que j'évoquais tout à l'heure, dépenser plus pour les classes de CP, dépenser moins pour les CPGE. Ça peut être ça, la recommandation de la Cour. Pour autant, il n'y a pas de rôle d'imposition de cette recommandation au pouvoir politique. Et donc, inversement, la Cour des comptes ne peut pas s'opposer à une mesure décidée par le pouvoir politique. C'est tout à fait normal. Il y a d'autres institutions qui sont plus juridiques qui peuvent le faire, mais seulement si elles ne respectent pas le cadre juridique. C'est le Conseil constitutionnel que vous connaissez, qui est une institution publique et qui peut s'opposer à une décision politique, à un vote du Parlement à la suite d'une proposition du gouvernement, par exemple, parce que la proposition ne respecte pas la Constitution. Et ça, c'est un cas particulier qui ne est fondé pas sur des logiques d'opportunité. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure, mais une logique juridique. Est-ce que cette mesure est légale ou non? Et donc, si elle n'est pas légale, elle peut être annulée. Et donc, la Cour des comptes ne s'oppose pas. Je ne sais pas si la question est en lien, mais la question, le sujet de la HFE, enfin, l'histoire de la pensée économique qui est tombée il y a 2-3 semaines, là, était l'efficacité économique des régimes autoritaires. Donc je ne sais pas si les étudiants étaient justement dans cette philosophie et du coup veulent voir dans l'administration un poids important ou pas. Hein, mais ces questions-là répondent finalement à ce sujet qui était celui de cette année en histoire de la pensée. Là, je n'ai pas forcément de réponse pour traiter votre sujet, hein, surtout. Si vous avez passé 5 heures, vous allez avoir du mal à y répondre en 15 secondes. Alors il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Est-ce que vous auriez des conseils ou des recommandations sur le concours présenté pour les maîtres? Oui, bien sûr. Je pense que c'est des concours qui valent pour des conseils qui valent pour tous les concours. Le premier, c'est d'être persuadé qu'on peut le réussir. Et ça, c'est pas forcément facile. Surtout quand moi je venais d'Elbi, c'est pas forcément beaucoup plus grand que Dijon, c'est beaucoup plus petit, mais vous n'êtes pas forcément tous de Dijon. Et donc on peut avoir une certaine appréhension vis-à-vis de ceux qui préparent à Paris, de Louis le Grand, de Henri IV, où ils sont tous forcément meilleurs. Il y a un imaginaire collectif qui est défavorable, on a tendance à pas croire en ses propres capacités. Donc c'est le premier point, c'est qu'il faut y croire, parce que sinon c'est pas la peine de se présenter. Il faut vraiment y croire et être persuadé qu'on a nos chances. Et de toute façon, vous avez forcément tous vos chances, c'est pour ça que vous préparez les concours, les différents concours, parfois on en réussit, parfois on ne réussit pas, j'en ai déjà raté, j'en ai réussi pas mal, et ça arrive, et de toute façon on peut persévérer, on peut passer plusieurs fois de concours, il y a différentes voies d'entrée, etc. Donc, c'est le premier point, c'est être à peu près, pas forcément sûr de soi, mais être convaincu qu'on peut y arriver, c'est possible. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, il faut se hisser au niveau des exigences, et pour se hisser au niveau des exigences,
l'analyse des meilleures copies, savoir comment on se positionne, c'est vraiment important. Que moi, ce que j'avais négligé quand j'étais à votre place en CPGE, c'était justement ce travail sur les meilleures copies, les décortiquer, essayer de comprendre la philosophie de l'épreuve, pas forcément pour être meilleur en classe, mais pour être plus fourbe. Parce que c'est également ça un concours, c'est ce qui nous différencie beaucoup, ce qui différencie les concours des examens, c'est de comprendre la logique de l'épreuve, comprendre un peu la psychologie d'un concepteur et d'un correcteur pour donner ce qu'il a envie de lire. Et pas seulement faire une belle copie théorique qui correspond aux attentes du professeur, qu'on finit par connaître bien, surtout si on a 2 ans, mais c'est de répondre à l'attente du correcteur. Et ça nécessite de prendre un peu de recul, et honnêtement, quand on fait cet effort, ça prend un peu de temps, mais c'est pas forcément désagréable, parce qu'on a l'impression de gagner en maturité, et c'est le cas, parce qu'on va vous répondre à un exercice non scolaire, puisque c'est pas scolaire en concours, c'est une compétition, et donc répondre aux attentes de cette compétition. Et ça nécessite de s'y projeter un peu. Et c'est encore plus le cas à l'oral, où là, pour le coup, il faut vraiment se projeter, je trouve, dans cette situation où vous allez être seul face à votre examinateur. Je vais bien, vous faites des calls, mais c'est pas tout à fait pareil de faire une call avec un prof qu'on connaît déjà bien. C'est un peu comme la première call que vous avez fait quand vous êtes arrivé en CPGE. Là, on a un peu l'impression d'être de nouveau dans la même situation avec un jury de concours, avec la pression en plus, parce qu'on se dit, oui, il faut que je le rate, c'est le concours de ma vie. Déjà, c'est pas le concours de sa vie, parce que, comme je le disais, il y a plusieurs voies. Et puis, plus on se projette dans cette situation, mieux on vit. Et puis, un troisième conseil, mais qui paraît évident, mais qui n'est pas forcément, c'est de bien fixer ses priorités. Parce que c'est pas toujours facile de se dire, mon objectif unique dans la vie, c'est ce concours. Ça peut ne pas l'être, parce qu'il y a des différents types de sélectivité, on n'est pas forcément tous rêvés d'arriver à l'ES Cachan. D'autres concours sont un peu moins sélectifs. Donc, il faut bien connaître ces hiérarchies de priorités. Et une fois qu'on l'a mis, peut-être pas forcément tout mettre, pas mettre tous ses yeux dans le même panier, c'est pas ça que je veux dire, mais tout faire pour. C'est-à-dire que ça implique pas mal de sacrifices, mais ça vous savez parce que vous êtes en CPGE, mais de bien réfléchir à son choix de priorité. Je sais que j'avais fait des choix de priorité quand j'étais en CPGE ou quand j'ai passé d'autres concours, type l'ENA, c'est voir beaucoup moins les amis, mais encore beaucoup moins que ce que j'aurais souhaité, etc. Et ça, c'est pas forcément facile, mais il faut être prêt. C'est pas forcément un sacrifice, parce que c'est une question de choix, mais être bien conscient des priorités qu'on veut se fixer dans la vie. Voilà. Et après, une fois qu'on a bien fixé sa priorité, évidemment, c'est le travail qui paye, mais pas seulement. C'est-à-dire que moi, ça que j'avais pas compris, parce que je manquais de maturité quand j'étais en CPGE, je pense, c'est que c'est pas le travail qui paye. Ce qui paye, c'est réussir sa copie au concours. Donc évidemment, il faut faire du travail en amont, beaucoup, mais ce qui compte, c'est énormément en prestation du jour J. Et donc il y a beaucoup de candidats à tous les concours, hein, pas seulement les ES Cachan, qui perdent leurs moyens, qui sont stressés, qui réussissent moins bien cette épreuve. Or, c'est pas la palme à celui qui a le plus travaillé pendant 2 ans, c'est la palme à celui qui a réussi sa copie ou ses copies tout au long d'une semaine. Et donc ça implique également tout ce travail de fond que vous allez faire pendant 2 ans, voire 3 si jamais vous redoublez. Par contre, ça implique également de tout concentrer dans ces quelques épreuves. Et ça, c'est pas facile parce que ça suppose d'être prêt psychologiquement au plan cognitif à tout mobiliser. Et ça, c'est une dimension qui est parfois oubliée dans les concours et qui vraiment distingue beaucoup des examens. Alors qu'un examen, on peut rater, c'est pas grave, on compense si on n'a pas réussi une colle, il y a celle d'après, il y a une trajectoire, et que là, tout nous mène, et il y a un seul objectif, c'est ce concours, et donc ça nécessite d'être prêt mentalement pour cette épreuve-là, pour ce jour J. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir si on n'a pas fait de sport de haut niveau. Par exemple, ce n'était pas mon cas, moi, je n'ai pas fait de compétition sportive, ni locale, ni régionale, ni nationale, fortiori. Et donc, je n'étais pas familiarisé avec ce type de comportement, d'être prêt de jour J, point, et de tout miser sur le jour. Une dernière. Vous avez des conseils pour gérer le stress ou pas? De toute façon, on est stressé. Enfin, il y a très peu de personnes. C'est une question de tempérament d'abord. C'est une question de tempérament. Les gens qui sont cool, ils sont toujours cool. Moi, c'est pas mon cas. Par exemple, j'ai toujours été stressé quand je passais les concours. Ce qui compte, c'est arriver à
à ne pas être dominé par le stress et pas avoir l'aspect négatif du stress. Bon, ça, c'est pas vraiment un conseil que je vous donne. Moi, pour mieux gérer mes euros, ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années, c'était de me projeter dans la situation. Donc, m'imaginer en train de rentrer dans la classe, saluer, enfin dans la salle de concours, de saluer le jury, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs, et de se voir en train de faire. Et également d'imaginer son propre positionnement. Parce qu'on sait bien qu'on peut avoir différentes facettes de personnalité. Vous n'êtes pas pareil avec vos amis, qu'avec la famille, qu'avec vos professeurs, qu'avec vos collègues, vos amis du collège ou ceux de la CPGE. Je suis sûr que vous êtes tous différents. Et donc, vous montrez une personnalité au jury et vous pouvez réfléchir quelques semaines avant, quelques mois avant, à la personnalité que vous voulez montrer. Et le simple fait de réfléchir à cette personnalité, de faire ce choix, de se projeter mentalement, comme font certains sportifs, d'imaginer le match avant le match tennis, je trouve que ça apaise. Et puis pour les écrits, quand même, vous allez avoir tellement d'entraînement au cours de ces deux prochaines années, de l'année écoulée et de l'année à venir, que ça va être une épreuve stressante, des épreuves stressantes, mais qui ne seront pas forcément insurmontables, parce que vous connaissez bien l'exercice, vous êtes rodé, vous êtes très bien préparé ici, vous avez d'excellents résultats l'an dernier, par exemple. Et donc, il n'y a pas de doute que vous avez une certaine routine, et donc le stress ne va pas être insurmontable. Donc, mon conseil pour les autres groupes, notamment, c'est de se projeter dans cette situation.